Alors que le rendez-vous face au Stade Rennais est fixé ce vendredi, la dernière conférence de presse nous permet de prendre la température avant cette affiche de la 14e journée de Ligue 1. Dans un 11 de départ désormais constant, certains noms persistent sur le banc de touche. Pour combien de temps ? C'est le focus du jour avec nos chroniqueurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. Et je sais ce que vous allez me dire, tiens, mais on les a déjà vus il n'y a pas si longtemps que ça, les zigotos qui sont avec nous aujourd'hui. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai mal géré tout ça et bah voilà, on se retrouve avec les mêmes que lundi, voilà, vous les voyez. Non. Attends, j'ai une bonne introduction pour toi, t'en fais pas. Ah non, moi lundi, j'étais pas là. Hein. Non, c'est vrai que t'étais pas là, mais on va déjà faire le tour de table avec ceux qui étaient là. Stéphane Borbiconi, Rémi Alézine, rebonjour. Rebonjour, Vous avez dormi là ? Presque dormi là, mais pas dormi là. Mais moi j'ai une question, comment ça se fait qu'ils sont là de nouveau alors ? Mais parce que j'ai fait n'importe quoi, voilà, je le dis. Un nom sans plus, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je vous le dis, c'est bon. Alors, est-ce que tu sais que si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, Ah bah alors tiens-toi bien. On serait peut-être plus sur ce canapé, on n'aurait plus les moyens. D'accord. Et il y avait Gérald avec nous lundi, et ben c'est comme dans Pokémon, on lui a donné une pierre foot et il a évolué en Bernard Zégnier. Ouais, mais on change ça. pas une équipe. Bernard Zégnier est avec nous, ça faisait un petit moment, Bernard. Bah je sais pas, c'est de ta faute. Ah bah, j'en sais ça y est, rien, c'est de moi. ma faute. C'est toi qui fais les programmes. Donc, C'est moi qui fais tout ça. On fait un coucou à Franck Signorino quand même. Oui, on fait un coucou à Franck Signorino, à tous nos autres copains et même aux supporters qui sont avec nous sur Twitch, parce que oui, on est sur Twitch en direct enfin. Ah bah ça y est, maintenant ils sont devenus tout gentils, j'en peux plus. L'émission est déjà beaucoup trop Bonjour aux longue. spectateurs de Twitch. Bonjour alors à tous les- Oui, c'est vrai que bonjour aux spectateurs du direct. C'est vrai que alors. pour vous gérer, il faut avoir le BAFA. Ok, Mais avant d'avoir le BAFA, on va quand même reparler un petit peu de Ligue 1 parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est l'heure de la première partie. C'est le journal de la Ligue 1. Il est vrai que ce week-end, il y a un match pour le FC Metz face au Stade Rennais. Avant de nous concentrer un petit peu sur le programme de cette journée, sur les dernières informations, on va revenir sur un constat après le match de lundi, parce qu'on n'a pas entendu tout le monde. Alors on a entendu Rémi, on a entendu Stéphane, mais on t'a pas entendu toi, Bernard, sur le match de lundi. C'est vrai que les retours de trêve du côté du FC Metz, c'est toujours un peu particulier, parce que c'est souvent un coup d'arrêt. On va le voir, il y a eu le match face à Angers, la défaite face à Toulouse, et maintenant face à Brest. On se pose à chaque fois la question de savoir si la trêve internationale va couper un peu la dynamique du club. Là, force est de constater qu'elle a coupé dans le mauvais sens. Bah ça c'est le problème du FC Metz cette saison, c'est que effectivement quand il y a une coupure comme ça, quand ils rejouent après, ils sont plus sur leur lancée. C'est dommage, c'est pour eux cette année, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de trêve internationale, qu'il n'y en ait pas. Il y en a une tous les mois quasiment. Qu'il n'y ait pas de Cannes aussi, ce serait bien. C'est vrai que ça c'est la Ça fait 15 ans qu'il faut qu'il n'y ait pas de Cannes. Hein. Victoire. C'est sûr que ça marque un coup d'arrêt quand tu gagnes. Tout à fait. Quand tu perds, tu as toujours envie de rejouer vite derrière pour oublier le match précédent. Quand tu perds, c'est l'effet Quand inverse. tu as envie de continuer. C'est ce qui s'était passé avec Brest qui n'allait pas bien et qui finalement a pris des couleurs et finalement a gagné contre le FC Metz. Donc non, mais c'est vrai que c'est dommage pour eux parce que ils s'étaient bien remis dans le classement déjà. 3 victoires d'affilée, c'était quasiment inespéré, mais c'était très bien tombé. Voilà, c'est un petit coup d'arrêt. Très rapidement, une réaction sur la fin de match face à Brest. T'as aimé ? Tu peux pas aimer ça parce que tu perds le match. Après, c'est. Je sais pas ce que vous avez dit la semaine après, juste après le match, mais. Ils ont tous adoré. Non, c'est pas ça. Mais c'est des erreurs. Alors entre guillemets de jeunesse. Par contre, en Ligue 1, t'as pas le temps d'apprendre. Alors c'est ça qui est compliqué. Parce que quand j'ai entendu le coach qui a dit ça. Ah ouais, mais bon, c'est des jeunes, il faut qu'ils apprennent. Bah ouais, mais le problème c'est qu'il faut apprendre très vite. Il a dit qu'un joueur de Ligue 1 peut pas se permettre de faire des fautes comme ça. Mais Ligue 1, Ligue 2, National 3, je veux dire, on sait tous que dans la surface, sa course, il va pas vers le but, il est pas dangereux. Tu maîtrises, c'est un manque aussi de lucidité, de fatigue, clair. Un peu tout qui est mêlé. Voilà. Donc c'est dommage parce que ils étaient revenus à 2-2. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il va falloir remettre un bon coup de collier pour le prochain match ici à Metz. Et justement, on va en parler de ce prochain match. Avec le programme de ce week-end, il y a une rencontre dès vendredi soir et c'est le FC Metz qui ouvre le bal de cette 14e journée avec Metz-Rennes. S'en suivront Monaco, Paris et G, Paris FC Auxerre et Marseille-Toulouse ce samedi. Puis Strasbourg-Brest, Angers-Lens, Le Havre-Lille, Lorient-Nice et Lyon-Nantes. Rémi, c'est la première fois de la saison que le FC Metz va ouvrir le bal. Ça va conditionner tout ton week-end.
Oui, parce que tu peux passer un très mauvais week-end ou à l'inverse, tu peux regarder sereinement les autres rencontres se jouer. Bon, je pense pas que pour les joueurs ça ait une influence. Le dernier match était dimanche, ça laisse un temps de récupération. Oui, puis on n'est pas encore à la fin du championnat. Et malheureusement, Metz n'est toujours pas européen, donc on n'a pas joué mardi, mercredi ou jeudi. Il n'y a pas match ce soir. Non, dommage. Conférence League là, non. Bon, bah, au moins on aurait essayé. C'est vrai que c'est un peu le match d'après ce scénario fou face à Brest. Stéphane, voilà, il va falloir évacuer un petit peu ce qui s'est passé parce qu'au-delà de ces petites erreurs de jeunes dont on parlait, il y a aussi cette frustration et le match s'est un petit peu emballé dans le mauvais sens du terme mentalement sur les dernières minutes. Oui, il faut vite se remettre en selle, évacuer la frustration, retenir aussi, j'entendais les propos de Stéphane Lemignan qui était très critique par rapport au contenu. Si on met de côté les grosses erreurs défensives et notamment la fin de match. Mais moi, j'ai envie de me dire qu'on restait sur 3 victoires de suite et on était à quelques secondes d'un bon point pris à l'extérieur. Donc, tout n'est pas acheté. Certes, on n'a pas fait un grand match, mais même sans faire un grand match, contre un adversaire qui était aussi très critiqué et au dos du mur à domicile, ben, malgré tout, on a marqué 2 buts, on a marqué lors des 4 derniers matchs. Et je pense que c'est important de s'appuyer sur ce qu'on fait de bien et le positif plutôt que de s'apitoyer un petit peu sur le négatif. Il y a un gros calibre qui vient vendredi à Saint-Symphorien en la personne de Rennes et voilà, il faut retenir ce que le groupe a fait de bien dans la combativité, dans l'agressivité, dans l'architecture un petit peu tactique et défensive notamment, et surtout bien défendre, ne pas prendre de buts parce que quand on en prend 3, ben, c'est dur de gagner un match quel que soit l'adversaire en Ligue 1. Donc voilà, devenir hermétique, redevenir hermétique et puis faire un match appliqué et sérieux et surtout garder la confiance. Il ne faut pas que ce match de Brest remette tout en question. On était sur une bonne dynamique, on a battu des bonnes équipes, c'était pas un hasard, c'était dû au travail et une prise de conscience des joueurs. Donc il faut reprendre les choses dans le bon sens. On a une équipe de Metz qui ne se noie plus, il était loin d'être parfait le match contre Brest. Mais on a eu des matchs avant la belle série de 3 matchs qui étaient vachement préoccupants. Le match contre Toulouse, le match contre Lille, le match contre l'OM, on avait l'impression qu'on avait un FC Metz qui rendait les armes. Là, le match contre Brest était loin d'être maîtrisé, mais tu as quand même 2 égalisations. Contre Nice aussi, tu as une égalisation. Donc c'est une équipe qui mentalement va beaucoup mieux. Et je ne pense pas que cette défaite, même si elle intervient dans les dernières secondes, ait bouleversé le mental des joueurs. Et je pense qu'à l'heure de recevoir Rennes, là, il y a une certaine confiance quand même qui émane de ce groupe-là. Et c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait voir après la série horrible de Toulouse, de Lille et les matchs là. C'est là où il y a un mot qui ressort de ça, ce que tu disais Stéphane, c'est la positivité un petit peu. On va justement écouter Stéphane Lemignan et Jessie Demaguet. C'est un terme qui revient plus d'une fois. Non, je pense pas. À chaque match, l'adversaire nous pose des problèmes qu'on arrive plus ou moins à régler. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Et là, ces problèmes à la fois que Brest nous posait offensivement ou défensivement, on n'a pas réussi à régler ces problèmes-là. Et derrière, on se retrouve avec un niveau de jeu qui est très moyen, que ce soit défensivement ou offensivement. On avait réussi à le faire contre Nice, contre Nantes ou Lens, dans l'ensemble. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Et là, sur ce match-là, il y a malheureusement quasiment aucune séquence, mis à part peut-être en milieu de deuxième mi-temps, mais trop peu de choses pour faire un match plein. Et voilà, encore une fois, on mérite à la finalité ce résultat final et cette défaite. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut rester positif parce que même si le match s'est pas déroulé comme on le voulait, voilà, on a montré quand même sur des matchs, même quand on a perdu, qu'on était capable de proposer quelque chose. Après, sur les 3 victoires, on a aussi monté le curseur défensivement. Et je pense que voilà, il faut garder le positif parce que la vérité, c'est que ça peut nous amener très loin. Donc, essayer de rester positif entre nous et de rebondir, ça sera la meilleure des choses. Bernard, la positive attitude, c'est celle qu'il faut adopter dans ce contexte-là. On disait, il ne faut pas tout remettre en question. Cette défaite, elle ne ressemble pas à celle du début de saison ? C'est clair qu'elle ne ressemble pas au match qu'on a vu en début de saison, ça c'est évident. Après, de toute façon, le FC Metz est contraint et forcé, je dirais, moi, d'être à 150% toute l'année. C'est une équipe qui ouvertement en début de saison joue le maintien de toute façon, comme plusieurs équipes du championnat. C'est pas les seuls, mais ils sont obligés d'être à 150% tout le temps et d'être à 150% aussi mentalement. Donc forcément le positif, tu gagnes 3 matchs d'affilée, c'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, et ce qui est une très très bonne chose. Alors
Bon, après, avec la défaite là, tu redescends un peu dans le classement, c'est pas terrible, mais bon, tu t'étais remis. Je me tue à leur dire, mais bon. Mais bon, après, il n'y a pas d'écart entre. Sur 4-5 équipes, il n'y a pas d'écart. Mais voilà, il faut positiver. Les 3 matchs-là ont fait beaucoup de bien. Je pense que dans leur tête, ça leur a fait beaucoup de bien. Simplement, il faut qu'ils continuent. Alors, c'est facile à dire, nous, dans la tribune, quand on regarde et quand on. Mais il faut forcément que les garçons continuent dans ce. Comment je dirais, moi, sur cette direction-là. Mais c'est le mental qui va faire la différence cette saison, de toute façon. Bourbi, tu sais très bien, quand on joue une équipe qui joue le maintien, ça. Tout se joue au mental, c'est clair et net. Donc il y a des équipes qui... Il ne faut pas s'écrouler quand tu... Voilà, il y a des équipes qui vont lâcher sur la moindre difficulté. Bon, là, ils ont perdu le match. Bon, ils étaient à un moment donné, on espérait prendre un point, tu te retrouves avec une défaite, mais ça fait rien. Et les 3 matchs d'avant ont été bien, donc il faut positiver par rapport à ça. Voilà, et c'est comme ça que tu vas arriver à accrocher des points. Et puis à accrocher les équipes ici aussi à Saint-Symphorien. Parce que les gros, tu vas jouer quand même des cylindrés qui j'entends ça depuis des années, qui ne jouent pas dans ta catégorie. Donc pour pouvoir les accrocher, si mentalement tu n'y es pas, tu ne peux pas. Et on l'a vu sur un seul but contre... Il y a plein d'erreurs individuelles, mais le deuxième but de Brest, 3 duels perdus de la tête sur la même action qui aboutit à un but, ça c'est interdit. Voilà. Pour battre des équipes du Caleb de Rennes, si tu dois faire un résultat, ça tu ne peux pas le faire. Et c'est parce que les erreurs individuelles, peut-être que tu en feras toujours. On ne va pas incriminer Alpha Touré, peut-être qu'il la fera. Il la fera peut-être plus, mais c'est plus instinctif. Mais l'erreur de ne pas être au duel, 3 fois de suite sur la même action, ça tu ne pourras pas te permettre de le faire. Comment tu gères l'après? Là, il y a eu des erreurs, on l'a dit, 3 erreurs. Mais tu peux ajuster ça, la présence au duel. Mais c'est bien, à la limite, sur des erreurs, Bourbi. Là, on parle de Rennes. Une fois que le match de Brest est terminé, c'est pas parce qu'on avait gagné les 3 matchs avant qu'on allait avoir 70% de possession. Ah non, mais clairement pas. Bien sûr que non. C'est pour ça que je te pointe ce but. C'est pour ça que je te pointe ce but. Facilement, ou évidemment, il faut s'attendre, et Bernard l'a souligné, quand tu joues le maintien, t'es dans le dur quasiment toute la saison. Au niveau nerveux, mental, c'est très éprouvant et il faut garder ses nerfs parce que c'est un long combat, il faut de la résilience parce que t'es tantôt 2 points devant la zone rouge et puis la semaine suivante, tu te retrouves relégable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On renverse la table et on se dit on est nul, ça va pas et tout. Non, là on a perdu un match, c'est une bataille, il en reste d'autres. On a bien relevé la tête. Souvenez-vous, il y a 3 semaines ou 1 mois, on était vraiment tous alarmistes par rapport aux résultats et à juste titre. Et puis ils ont su redresser la barre. Et maintenant, il y a Rennes et ça ne sert à rien de gamberger par rapport à Brest. Mais c'est peut-être facile de corriger par rapport au but dont tu as parlé, Rémi. Quand tu dis il y a 3 erreurs sur les têtes et tout ça. Il y a 3 duels où tu n'es pas présent. 3 duels, et puis le dernier qui marque, il fait 1m20. Qui marque de la tête. En plus. Mais justement, par rapport aux 3 matchs que tu as fait avant, où tu emmagasines de la confiance, forcément, et là tu dis, les gars, vous avez vu, sur ce but-là, vous n'y êtes pas. Et puis tu décortiques ça, et puis tu t'appuies où ça. Enfin, t'appuies où ça fait mal. Ça fait moins mal aujourd'hui qu'il y a 4 matchs, quand tu leur expliques ça aux gars. Et ils sont sûrement plus... Il faut toujours chercher à corriger les erreurs. Les analyses vidéo en début de semaine, après le match perdu ou gagné, quel qu'il soit, les joueurs sont professionnels, donc il y a une analyse qui est faite, et il faut corriger les erreurs. Mais ça ne doit pas remettre en question tout ce qui s'est passé. La confiance engrangée et savoir que si on gomme ces erreurs, on aurait pu faire un match nul, voire même peut-être l'emporter, parce que rappelez-vous, Sabaly, s'il la met au fond, je crois qu'il y a t'as 2-2 à ce moment-là. À Brest, à l'extérieur, qui était européen l'année dernière, on peut se dire, c'est quand même pas mal en jouant pas très bien. Sans maîtriser le match, clairement, ouais. Exactement. Il y a d'autres informations qui ont lieu dans cette conférence de presse sur laquelle on va s'appuyer. C'est pas souvent que la conférence de presse a lieu avant l'émission du jeudi, et notamment les absences du côté du FC Metz. Il y en a 3 à noter. Celle d'Habib Diallo qui sera encore blessé pour ce match. Papsi également, Joseph Mongondo. Il y a encore un casse-tête à avoir, celui de remplacer Habib Diallo dans cette équipe. Il y a un nom qui peut-être revenir, en tout cas, c'est celui de Brian Madjo. En tout cas, il fait partie des possibilités pour Stéphane Le Million, c'est lui-même qui nous l'a dit.
Oui, bien sûr. Maintenant, il avait cet enchaînement de sélection. Il a failli même partir à la Coupe du Monde qui se joue actuellement au Qatar. Donc, il y avait pas mal d'incertitudes sur la période un petit peu octobre-novembre. Voilà, c'était très très vite pour lui parce qu'au début, c'est vrai qu'il a été projeté comme ça à jouer alors qu'il devait être au départ dans le groupe pour apprendre et progresser progressivement. Et bon, là, il a été un peu, quand Habib est arrivé, il est repassé un petit peu dans un rôle de remplaçant. Et là, aujourd'hui, il fait partie de l'effectif, évidemment, pour remplacer. C'est une option de jeu. On se posait la question, Rémi, c'est vrai qu'il avait un petit peu disparu des radars, Bryan Maggio, après avoir été titulaire. Donc il y a la sélection qui est entrée en jeu pas mal de fois. Il n'a pas joué le week-end dernier, il était double buteur avec la réserve. C'est vrai que si on regarde sur le plan physique, la solution qui ressemble le plus à Habib Diallo, ce serait Bryan Maggio. Ça pourrait en être une. Pour le moment, on a vu que Joël Assoro, ça n'avait pas bien marché contre Brest pour plein de raisons différentes. Pourquoi pas redonner sa chance à Bryan Maggio ? Ce serait peut-être... Alors, il n'y a pas de bonne solution derrière Habib Diallo. Et c'est là l'un des problèmes de cet effectif-là. Mais est-ce que c'est pas lui, parce qu'on en parlait lundi, est-ce que c'est pas lui le numéro 2 dans l'histoire ? En fait, c'est celui qui ressemble le plus au profil d'Habib Diallo. Alors, il y a un énorme gap entre les deux en termes de technique, en termes d'expérience. Il y en a qui a 16 ans et l'autre qui a 30 ans. Mais les options sont pas... Et je trouve que... Alors, il n'est pas confortable de rentrer dans cette situation, mais je trouve que le fait de l'avoir propulsé au mois d'août, titulaire de cette équipe qui revenait en Ligue 1, lui qui découvrait l'univers professionnel parce qu'il n'avait même pas joué en Ligue 2. C'était une anomalie. C'était quand même une énorme anomalie. C'était pas lui, c'était Idrissa Gueye qui avait 2 ans de plus. Il y avait Idrissa Gueye qui était là, qui était sur le départ. Bon, oui, puis même, il a que 2 ans de plus. C'est pas lui non plus qui... Oui, mais il avait joué quand même en Ligue 2. Là, le moment est un petit peu mieux choisi. Alors, certes, pour qu'un joueur s'intègre, il faut qu'il joue 10 minutes. Vous allez me dire ça. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est la solution, pour moi, qui est la plus évidente. Je ne dis pas qu'elle est bien, mais pour le match contre Rennes... Si elle est évidente, logiquement, pourquoi, quand tu as Habib Diallo, pourquoi c'est pas Bryan Maggio qui rentre au lieu de Dibou Sané ? Parce que là, ces derniers temps, il n'était pas là. Oui, mais même avant. Il a disparu. Là, on l'a vu, la dernière entrée en jeu, c'est contre Marseille. Alors, j'ai plus le souvenir exact si c'est Habib Diallo qui remplace, mais c'est pas impossible. Ouais. C'est sa dernière entrée en jeu. Mais moi, je crois. Je pose la question, mais je suis pas coach, moi. Moi, j'étais le premier, même avant le match, et je pense que. Il y a beaucoup de témoins ici qui peuvent vous le dire. Moi, Assoro, pour moi, n'était pas une bonne solution dès le départ, même avant ce match-là. Il n'a pas du tout le profil d'Habib Diallo. Il n'a jamais prouvé à ce niveau-là. Alors, Maggio non plus n'a jamais prouvé à ce niveau-là. Mais il a en tout cas des caractéristiques qui ressemblent plus à un Habib Diallo qui fonctionnait dans une équipe qui dominait un petit peu plus. Tu peux pas t'appuyer sur un gamin comme ça tout le temps. En fait, il faut qu'il prenne un peu la température. Je vais faire une comparaison qui ne va pas vous plaire, mais à Paris, ils le font bien. Ils te mettent des gamins titulaires de 16-17 ans à machin. Mais tu peux pas comparer Metz et Paris. Là, c'est quand même un joueur qui est international. Les effectifs de Metz et de Paris. Non, mais c'est quand même un jeune qui aujourd'hui est international. Après Paris, ils ont un jeu où ils dominent tellement. Tu mets un gamin de 18 ans, il est entouré de joueurs tellement 16 ans, exceptionnels. pas 18. 16 ans, il sera quasiment toujours dans les 25 derniers mètres. Alors, il va bosser avec le bloc équipe à la perte du ballon, mais ça va être Joga Bonito, un peu le Brésil. Metz, tu as un attaquant, il est seul au monde devant. Il est seul et pour récupérer un ballon, il faut des épuisettes des fois, donc c'est compliqué. Mais moi, je crois en la hiérarchie et la méritocratie, c'est-à-dire que quand il y a Habib Diallo, il y a Ibou Sané, il est rentré, il a marqué à Lille, il a donné une passe décisive, il me semble, contre Lens. Mais il est à l'origine du pénalty, il fait la passe à Gauthier. Donc c'est un petit peu les dominos. Habib Diallo n'est pas là. Logiquement, celui qui mérite le plus, c'est Ibou Sané, parce qu'il a marqué, il s'est montré à son avantage. Ok, super sub, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi Assoro, qui n'avait pas de temps de jeu, revient un peu d'entre les morts et est projeté titulaire. Alors peut-être Stéphane Le Mignon avait derrière sa tête le fait de vouloir conserver Ibou Sané sur le banc, super sub, le faire rentrer 15-20 minutes et faire répéter ce qui avait déjà marché avant. C'est ce qui s'était un peu passé. Alors Sabali rate son face-à-face, mais c'est Ibou Sané qui le sert côté droit. Absolument. Donc ça aurait pu se transformer en passe décisive en super sub. Exactement. Mais au niveau impact psychologique, et gestion de l'effectif, c'est-à-dire comment tu vas expliquer à Ibou Sané, tu fais des bonnes rentrées, on est content de toi, tu rentres, tu marques, c'est ce qu'on attend de ton boulot. Et Habib est blessé, et si c'est Ibou Sané, j'ai envie il dirait coach, pourquoi c'est pas moi qui joue ? Tu vois, donc moi je suis. Mais dans la conférence de presse là, de Le Mignon, moi comme je l'entends, j'ai pas l'impression qu'il veut faire jouer Maggio là. Moi je dis pas qu'il sera tueur, je dis juste que là il fait partie des options. Dans la façon de parler. En tout cas, il sera dans le groupe parce qu'il l'était pas. Non, mais qu'il soit dans le groupe, ok. Mais ce que je veux dire, c'est un gamin, je le disais tout à l'heure, tu lui fais prendre la température, tu le fais rentrer, mais tu peux pas t'appuyer. Une équipe comme Metz
Le PSG, oui, mais ils font rentrer des gamins, ils ont une telle domination que ils ont le ballon tout le temps. Ils ont le ballon 90% du temps. Mais à Metz, c'est pas le cas. Donc un gamin comme ça, il va se perdre dans une équipe. Oui, mais alors il n'aura jamais le confort de pouvoir rentrer dans cette situation-là. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais que Metz maîtrise un match pour faire un Bryan Maggio. Ils ont gagné 3 matchs d'affilée là. Eh ben, voilà, il n'était pas là. Il était parti en sélection. Mais s'il donc est tu là, vas attendre de gagner 4 là, pour qu'il entre. Non, mais s'il est là, il va pas être en sélection tout le temps, le gamin là. Donc s'il est là, il joue dans les 3 matchs là, il est à Metz, il le fait rentrer un quart d'heure, il le fait rentrer 20 minutes, il le fait rentrer une mi-temps, j'en sais rien. Quand l'équipe tourne et que ça se passe bien. Moi je suis d'accord. Moi j'aimerais que derrière Diallo, on ait un attaquant de calibre Ligue 1,5, enfin quelqu'un qui soit un peu plus aguerri. Le problème c'est qu'il n'existait pas. Il n'existe pas. Vous, tu mais peux le tutoyer. Hein. On n'arrête pas. Non, je le tutoie. On n'arrête pas de dire ouais, mais Metz a pas de profondeur de banc. Metz a pas l'argent pour. En attaque, il n'y a aucune profondeur. Bon c'est la situation. Donc t'es à Metz. Profondeur quand même. T'as Iboussane, t'as Maggio, c'est des joueurs quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue 1 Azoro. Tu m'as cité 3 joueurs qui n'ont jamais rien fait en Ligue 1. C'est pas une profondeur de banc, c'est des noms que tu connais. Après, c'est un autre problème. Parce qu'on parlera du milieu, là, il y a une profondeur de banc. Là, il y a des solutions. Oui, il y a plus de turnover, possibilité de tourner sans trop baisser de. C'est ça que je veux dire. Voilà. Oui, tu as un gouffre entre Habib Diallo devant et derrière les attaquants remplaçants. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Et c'est le problème du match contre Brest. Oui. Parce qu'il n'y a aucune solution naturelle, finalement. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas bons, et peut-être qu'Iboussane, dans 6 mois, on dira que c'est quelqu'un qui a le niveau de cette Ligue 1-là. Bon, il faudra qu'il le montre un peu plus que ce bout de match contre Lens. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas de solution évidente parce que la densité à ce poste-là, elle est très faible. Avec toi, il n'y a pas de solution évidente. De toute façon, dans tous les clubs, quand tu perds le titu, le remplaçant, il a un cran en dessous par définition. Alors, pas 36. C'est ça, voilà. Mais, là, on perd en expérience, c'est évident. Mais après, ça, on ne peut pas le changer. Donc tu as les. Je trouve que c'est un peu. Je trouve le conseil est un peu dur quand même. Mais tu peux mettre Sabali, et ce qu'on avait dit, mettre Sabali en haut et décaler, faire rentrer Bokele. Tu as d'autres solutions alternatives. Sabali, après tout, l'année dernière, il jouait quasiment l'entièreté de la saison avant-centre. C'est pas au même niveau. C'est une possibilité. C'est pas mieux. Puis là, c'est quelqu'un que tu replaces. Mais c'est vrai que si tu regardes Metz, ils ont le poste est doublé quoi. T'as Habib Diallo, et s'il n'y a pas Habib Diallo, t'as Bryan Maggio. Alors oui, c'est pas. Il est doublé parce que t'as un joueur. Non, mais on parlait d'un joueur, c'est un attaquant, pas Bryan Maggio. Un poste doublé quand le gamin il a 16 ans et qu'il a fait 3 matchs. Après, quand t'es le FC Metz, t'as pas des moyens. Quand t'es le FC Metz, t'as pas des moyens illimités. Tu dois parfois faire avoir doublure avec un jeune de 16-17 ans. On parle pas de mettre, par exemple, Bryan Maggio. Toute la saison titulaire. On parle juste de pallier l'absence d'Habib Diallo. Moi, je vous dis que là, tu dois jouer Brest. Tu devais jouer Brest, tu dois jouer Rennes. Et tu as des solutions qui sont. Enfin, ce sont des joueurs qui n'ont même pas prouvé 10 minutes. Il est là le problème. Vous n'allez pas me dire que c'est une évidence. Tu n'as pas d'autres solutions. Non, mais c'est un effectif qui. Oui, mais c'est un tort de. Rémi, tu fais comment avec l'effectif là? Mais moi, je vous dis que je voudrais un autre effectif. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Je ne vais pas vous inventer un joueur. Mais c'est une faute quand même. Mais ça, c'est un fantôme. Je te réponds. On ne joue pas dans le même championnat. On n'arrête pas de dire ça. Donc, tu n'as pas les moyens d'avoir un autre effectif. Donc, c'est interdit d'avoir un attaquant qui soit intermédiaire. Ça l'était pas. Au mois d'août d'avoir trouvé. C'est ça que je veux dire. Ça, il fallait réfléchir avant. L'effectif, il est ce qu'il est. À moins d'avoir une recrue hivernale. Mais encore une fois, je suis disponible. Mais après, alors que ce travail. Je suis disponible au cas où. Toi je suis entre les deux. Alors la tête, t'es bon de la tête? T'as pas le profil. C'est pas ma qualité première. T'as pas le profil. Alors j'ai pas le profil ni d'Habib Diallo ni de Bryan Maggio. Ça pourrait être drôle d'être à côté de Bryan Maggio. Ou 2 matchs, 3 matchs. T'as des joueurs quand même. Ils sont là pour jouer. Il faut les mettre dans le grand bain et puis il faut qu'ils se débrouillent. C'est à eux aussi à montrer. Bryan Maggio, tout le monde le décrit comme une future pépite, etc. Beaucoup de qualité. Certes, il est très jeune et il faut pas lui demander monts et merveilles. Mais c'est à lui aussi à prendre sa chance. Ça peut être vu aussi comme une chance extraordinaire dans un club de Ligue 1 de pouvoir jouer titulaire à 16 ou 17 ans, ce que tu n'as pas dans d'autres clubs. Parce que ça, c'est sûr que pour lui, la chance, elle est... T'aurais un attaquant remplaçant de 26-27 ans. Tu prends l'exemple de Marseille, c'est pas Aubameyang, c'est Gouiri. Après, derrière, c'est Vaz qui a, pareil, 18, qui est très jeune, oui. Mais bon. Il y a d'autres joueurs aussi qui font leur retour, parce qu'on a parlé des absents avec Habib Diallo, mais quand on a vu cette liste, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont revenus. C'est notamment le cas, très rapidement, de Michel Mboula, Rémi. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses, notamment dans la défense et à ce poste de latéral gauche. Alors maintenant, Maxime Collin s'est installé, Fodé Ballo-Touré est là. Mais on parlait de pas mal de solutions dans le milieu. Maintenant, il y a aussi d'autres solutions en défense avec Michel Mboula, alors qu'il n'y a pas l'expérience Ligue 1 non plus, mais qui avait fait de bonnes choses avant de se blesser, malheureusement. Non, mais quand je regarde les défenseurs centraux, alors
qui sont installés, même si le match contre Brest était loin d'être parfait, mais quand même, Gbaman, Yegbe, ça a quand même rendu largement, ça a largement fait le taf. Malheureusement pour Sadibou Sané, mais ça veut dire que sur le banc, maintenant, tu as la possibilité d'avoir Sadibou Sané, Michel Mboulla. Qui peut jouer aussi, du coup, Michel Mboulla sur le côté gauche, donc tu as quand même pas mal de solutions. L'un comme l'autre prouvé à ce niveau-là, mais dont les perspectives d'évolution de carrière, enfin l'état d'évolution de carrière, sont déjà plus avancés que quelqu'un comme Madjo, si on veut comparer un petit peu sur les deux postes. Donc voilà, ça c'est un secteur où la densité me semble la plus forte et sur lequel on peut avoir plus de certitude, on est plus confortable. Si on nous apprend que Gbamin s'est tordu la cheville, malheureusement, alors ça nous fera un peu mal parce qu'il livre de bonnes performances, hyper important, notamment dans la relance, mais on sera un peu moins catastrophé par la solution que pourra nous proposer. Oui, puis on en a parlé un tout petit peu rapidement en début d'émission, on le fera un petit peu plus tard. Tu as une compétition qui arrive dans 3 semaines, quoi. Oui. Où Gbamin ne sera pas là, par exemple. Voilà, par exemple. Et alors peut-être pas Michel Mboulla non plus, mais bon, tu as des solutions et tu as des... Un peu plus de confort derrière, je suis d'accord avec toi. Et au milieu aussi. Mboulla s'est blessé et Yegbe a pris sa chance. C'est-à-dire qu'il a répondu aux attentes. Je veux dire, quand il est arrivé, on ne connaissait pas ce joueur. Ce que tu fais derrière, tu peux le faire aussi devant. C'est-à-dire que, tu as raison, il y a de l'inexpérience, Ibou Sané, etc. Mais si Habib Diallo est blessé, comme c'est le cas actuellement, et que tu donnes la chance à Ibou Sané, et que, je ne sais pas, à Brest, il met un doublé, ça devient une valeur. Alors, il ne va pas renverser la hiérarchie, mais ça devient une cartouche de plus dans l'effectif. Et c'est en cela que je dis que c'est aussi aux joueurs à, je veux dire... pour eux, c'est maintenant ou jamais, c'est clair, oui, ça c'est clair. Ben justement, ce propos-là est intéressant. On va pouvoir passer dans la deuxième partie de cette émission, car c'est vrai que maintenant, Stéphane Le Million a un petit peu plus le choix dans ses compositions d'équipe, mais aussi sur le banc. Quand bien même, en ce moment, le 11 de départ ne bouge pas beaucoup, mais ça, on va revenir dessus. On lui a posé justement la question, on lui a demandé de revenir. Ça, on le voit, le banc touche qu'il y a eu face à Brest avec l'arrivée maintenant de Michel Mboulla, que j'ai remplacé numériquement par Malik Mbaya. Bon, je ne suis pas coach non plus, je vous donne juste les propositions. On va revenir sur ce qu'il a dit en conférence de presse à ce niveau-là. Oui. Alors, Benjamin, il devait rentrer juste avant la situation qui amène le troisième but. Maintenant, après, il y avait un milieu de terrain qui était performant, donc... on est toujours avec l'idée de rester avec les joueurs qui sont performants et qui amènent des résultats performants. Voilà. Donc là, aujourd'hui, Benjamin était sorti après le match de Lille, qui était mal passé. Bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est une rotation au niveau des milieux de terrain. Mais c'est vrai que Bouba, il était malade, il a été grippé, il a été sérieusement touché avec cette grippe pendant 10 jours quasiment. Donc il avait perdu beaucoup de force. Et là, il revient bien. On a vu sa rentrée, en effet, qui était positive contre Brest. Je rajoute rapidement Sadibou Sané. Ce sont des joueurs que vous attendez au tournant un petit peu ou pas, justement dans la suite de championnat? Ouais, c'est des joueurs qui ont le potentiel. Maintenant, ils ne jouent pas pour différentes raisons. Sadibou, on sait lesquelles. L'équipe, après, elle avance. Et quand on fait ce genre d'attitude comme Sadibou et que ces cartons, on se met aussi en difficulté. On met en difficulté l'équipe, c'est la première chose, parce que le match, on le finit à 10. Mais aussi, on se met en difficulté parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie d'une équipe de foot. Et si ça marche bien, on perd sa place naturellement. Donc aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce n'est pas la défaite qui doit tout remettre en cause par rapport à ça, mais on est plutôt sur 3 victoires en 4 matchs. Ça reste positif. Donc les autres doivent travailler et puis attendre aussi leur tour ou attendre qu'il y ait une méforme des joueurs qui jouent. On parlait de joueurs qui doivent prouver. C'est vrai qu'on l'a dit, on va le voir, le 11 de départ de Stéphane Le Million ne bouge pas depuis 3 rencontres maintenant, à part en attaque. Donc là, on revoit celle face à Brest avec Assourampo. Mais pour le reste, ça n'a pas bougé depuis plusieurs rencontres. Et justement, c'est vrai qu'on peut lire ça de 2 manières différentes, Bernard. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais on peut se demander aussi si justement les joueurs qui sont sur le banc arrivent à se mettre au niveau de ceux qui sont là. Parce que là, on va parler des joueurs, on parlait des 3 qui ont été cités, Sadibou Sané, Boubacar Traoré ou encore Stambouli. C'est vrai que ça peut surprendre. Au début de saison, on les voyait peut-être plus titulaires. Aujourd'hui, on voit Alpha Touré qui a pris un peu le lead avec Demagui au milieu de terrain. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que justement ces entrées en jeu ne sont pas assez percutantes pour renverser la hiérarchie ou pas? Moi non, Le Million l'a dit, les joueurs qui sont performants, ils jouent. Donc, et puis après, une équipe, pour qu'elle soit dans la continuité, il faut que tu aies une stabilité d'équipe. C'est pas moins tu changes. Tu vas pas faire 34 matchs avec le même 11. C'est impossible parce que tu as des blessures, tu as des méformes, tu as des suspensions. Donc c'est impossible. Mais le football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de comment je dirais moi, de turnover.
Alors que les équipes, je pense moi, et je viens toujours sur le PSG parce que c'est a priori ce qui se fait de mieux. Il a la possibilité de changer des joueurs, mais globalement, ils essayent quand même toujours d'avoir une stabilité d'équipe. Donc à Metz, à partir du moment où tu arrives à la trouver, et je pense que le Mignan, nous on ne voit pas, donc j'ai tout le temps ça, mais les entraînements de la semaine, on ne les voit pas, on voit que le match. Stéphane Le Mans parle clairement de méritocratie. Donc voilà. C'est les plus méritants qui sont sur le terrain. C'est les plus méritants, et après à côté de ça, il y a les plus méritants, et aussi il y a ceux qui maintenant font partie d'une équipe qui est stable, et qui est stable dans ses productions. Donc ils avaient gagné 3 matchs d'affilée. Bon, Brest, il y a un petit contre-coup, mais t'es à 1 minute de la fin, t'es à 2-2. Comme l'a dit Stéphane, si tu reprends un point, t'as fait 9 points plus 1 à l'extérieur, c'est extraordinaire. Donc lui, je pense qu'il mise sur la stabilité de son équipe. Et après, Pierre-Paul ou Jacques, qui est sur le banc, c'est vrai que pour moi, Stambouli, c'était indétrônable, on ne pouvait pas le sortir, mais il l'a sorti sur peut-être un match où il a été moins bien, et après l'équipe performe. C'est les règles du jeu, du sport comme de ça. haut niveau et de la concurrence. À un moment, il y a la concurrence et c'est tes performances qui font que... Mais c'est les performances du groupe aussi. Donc là, le groupe... Je pense que l'équipe a satisfait l'entraîneur en ce moment, donc il serait bête de modifier à chaque fois son équipe, voilà. Et puis, les gars qu'on voit sur le banc, tous les noms qu'on voit sur le banc, c'était des gars qui étaient dans le 11. Mais le football est ainsi fait qu'à un moment donné, tu peux perdre ta place sur de la méforme ou sur quoi que ce soit. Voilà, je sais pas, une suspension, un truc comme ça. Mais Rémi, c'est vrai, quand on regarde ces noms-là, il y en a quand même certains qui sont un peu plus surprenants que d'autres. J'ai envie de dire, tant mieux. Parce que si on avait cette situation dans un contexte où rien ne fonctionne et où tu changes des noms, ça ne change rien, l'équipe est à la ramasse, on a cette situation parce que l'équipe a très bien fonctionné avec les gens qui sont sur la pelouse. Donc tant mieux. Et en sachant le potentiel de ce banc-là, parce que Stambouli, on sait le niveau qu'il peut atteindre, parce que Boubacar Traoré, on connaît le niveau qu'il peut atteindre, parce que Sadibou Sané, on sait le niveau qu'on voudrait qu'il atteigne. Alors il ne l'a pas prouvé pour l'instant, mais on a quand même vu des qualités en Ligue 2 qu'on espère voir au niveau du dessus en Ligue 1. Eh bien tant mieux. Et maintenant, ces joueurs-là, on espère qu'ils ont le couteau entre les dents, qu'ils vont profiter. Alors, contre Brest, le milieu n'a peut-être pas été très étincelant. Peut-être que Stambouli ou Traoré vont avoir plus de temps de jeu. Bon, ça fait partie du jeu, et tant mieux. Moi, je préfère que les solutions soient celles-là et que le contexte soit celui-là. C'est-à-dire que l'équipe qui est sur le terrain est une équipe qui a déjà performé sur 3 matchs en plus. On n'est pas sur une performance de 10 minutes, on est sur une performance de 3 matchs, dont un match contre Nice qui pour moi était extrêmement abouti. Tu as su réagir, tu as eu le mental pour le faire. Quand tu joues pas ou que tu joues plus, à un moment donné, le joueur dans sa tête, il se dit à l'entraînement, je vais me bouger pour montrer au coach, pour montrer au coach que c'est moi qui dois jouer. J'allais lire ce que j'ai mis sur mon conducteur et finalement la deuxième partie c'est plus la même. On espère qu'un Boubacar Traoré est vexé de ça. Le mec il vient du championnat d'Angleterre. Quand tu joues pas, qu'est-ce que tu fais à l'entraînement? J'espère qu'il est vexé dans le bon sens du terme, qu'il se bouge et que la prochaine. Tu bosses à l'entraînement pour reprendre ta place. Voilà. Donc le contexte il est hyper favorable. Donc ça veut dire que ça pousse tout le monde à être encore meilleur. Donc j'espère qu'ils sont vexés de voir un Alpha Touré qui est passé devant. Les choses sont très simples. Il y a 2 choses. Il y a la performance individuelle et l'expression collective, donc le résultat. Quand il y a une concordance des deux, c'est-à-dire un joueur qui fait une bonne prestation et le collectif gagne, il n'y a aucune raison de changer, aucun coach au monde, sauf pour un turnover quand il y a la Coupe d'Europe ou des anticipations de blessures, etc. Mais là, Metz, il y a peu de victoires, donc quand il y a des victoires, ça sert à rien de changer. En plus, dans la gestion de l'effectif, comment tu vas expliquer à ton joueur, par exemple Alpha Touré, qui ses bonnes performances coïncident avec des victoires, comment lui expliquer, écoute, tu joues très bien, on est satisfait de toi, l'équipe gagne, mais tu vas t'asseoir sur le banc. Ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai envie de dire, les noms qui sont sur la liste que tu as faite, Aymeric, des remplaçants, c'est de leur faute. Copier-coller, c'est pas vraiment ma liste. J'ai copié-collé sur la feuille de match. J'avoue, c'est ça. Pris une photo du banc. C'est de leur faute. Sadibou Sané, c'est de sa faute. C'est pas la faute à Stéphane Le Mignan. Ah non, totalement. S'il a pris un carton rouge, s'il est moins performant, alors après, il y a des raisons, on peut en débattre, mais il va sur le banc et il travaille, comme l'a dit Bernard, à l'entraînement pour regagner sa place et il attend son tour. Quand l'équipe est moins performante, quand les joueurs individuellement sont moins performants, le coach fait appel à eux et il faut qu'ils soient prêts pour saisir leur chance. C'est la loi du haut niveau, tout simplement. Désormais, pour ces joueurs-là, c'est une question de timing.
C'est quand on va avoir besoin, parce qu'il en aura besoin à un moment donné, c'est à ce moment-là qu'il faudra répondre présent. Parce que c'est vrai que j'essaie de poser la question pour faire un peu de débat, évidemment, vous me connaissez, mais il y a la méritocratie, mais quand on peut le voir là notamment sur les statistiques de Sadibou Sané, son dernier match c'est à Toulouse. Bon, il y a le carton rouge qui a fait que. Si on regarde Boubacar Traoré, c'est aussi sa dernière titularisation face à Toulouse. Stambouli, c'est 2 minutes de jeu sur les 3 derniers matchs. Sa dernière titularisation, c'est face à Lille. Ça reste des joueurs qui, justement, font partie de cette très mauvaise méforme du FC Metz. Est-ce que, Bernard, on gamberge pas un peu de dire, en fait, Alpha Touré, lui, il est plus associé aux victoires. Voilà. Et ces joueurs-là, malheureusement, ils sont sortis là où ça allait pas. Et aujourd'hui, ils n'ont pas forcément le temps ni le moyen d'aller. Gamberger après le match. Après le match, forcément, un match qui se passe mal pour toi, donc tu te remets en question. Tu te remets en question derrière, en disant oh là là, qu'est-ce que j'ai fait si c'est à Toulouse, t'as vu le tacle qu'il a mis, c'est facile de savoir pourquoi il est sorti et pourquoi ça va pas. Après, t'as le droit de te servir de ce banc, et c'est un petit peu un tacle qu'on peut être aluminium. T'as un mec comme Stambouli sur le banc, t'as le droit de le faire jouer un peu plus de 2 minutes dans des fins de match où les autres sont un petit peu rincés et où lui peut apporter de la stabilité. Aujourd'hui, le SI est très facile, mais c'est vrai que quand tu parles d'erreur de jeunesse sur la Brest, c'est vrai que tu peux peut-être le faire entrer un peu avant quand tu as un 2-2 par exemple. Quand tu as le confort de l'avoir sur le banc, même s'il n'est pas dans la forme de sa vie, tu peux te dire que dans une fin de match où tu ne maîtrises pas totalement et qu'un bon point ce serait pas mal à Brest, ce serait mieux de le faire jouer. Et encore la forme de sa vie, en début de saison, on n'était pas. Alors là, de souvenir, je ne crois pas qu'il y ait eu de blessures là ces derniers temps pour Saouli, mais pour ça a l'air d'aller plutôt bien pour lui. Autant Boubacar Traoré était malade, avait des blessures et tout. On peut imaginer il n'a pas l'influence qu'il avait l'année dernière en Ligue 2 parce qu'on est en Ligue 1, parce que ça va plus vite, parce qu'il faut plus de coffres. Mais je pense qu'il aurait gagné à être un peu plus utilisé pour une gestion de fin de match contre Brest. Voilà, c'est facile de le dire après le match. Mais ça, tu dis ça parce qu'ils ont perdu. S'ils avaient fait 2-2, personne ne dit rien. Oui, mais ils ont perdu. Voilà. Je sais. Excuse-moi, ils ont perdu et ça a été à cause d'erreurs individuelles et d'inexpérience. Donc excuse-moi, le constat il est là. Or, il était sur le banc, donc on peut aussi. Il aurait sorti celui qui a fait la faute. Bien évidemment. On aurait sorti celui qui a fait la faute. Bien évidemment. Juste avant. Voilà. Non, mais pour vous, tout allait bien. Non, mais t'as le confort de l'avoir sur le banc, c'est ça que je veux dire. Je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, on peut le voir des deux côtés. Soit on dit il y a une faillite un petit peu des cadres, donc les remplaçants jouent parce que les cadres n'ont pas assuré. C'est ce que je voulais faire pour alimenter. C'est vrai que est-ce que tu veux pas en attendre, nous de l'extérieur évidemment on n'est pas sur terrain, est-ce que tu veux pas entendre un peu plus par exemple d'un joueur comme Boubacar Traoré? Plus de régularité. Après, c'était l'interrogation quand on l'a vu le recrutement. C'est-à-dire, très bon joueur, il n'y a pas de doute sur ses qualités, mais est-ce qu'il peut reproduire à haute intensité en Ligue 1 des bonnes prestations sur la durée? Et c'était une grosse interrogation, et malheureusement, il est handicapé par des blessures, voilà. Après, ce qui fait que c'est en dents de scie, et après, le haut niveau a horreur du vide. C'est-à-dire que quand vous jouez pas, il y a un autre qui vient, qui joue, et s'il est performant, vous retrouvez plus votre place. Et donc, tu es loin de pouvoir mettre des noms juste sur une feuille de match, quoi. Non, c'est pas aussi simple que ça. Après, il y a des associations aussi, de l'expérience. Il y a des affinités entre joueurs. Des affinités, ce qui explique des performances. Des fois, 2 bons joueurs ensemble, ça fait pas un bon duo, parce qu'il faut une complémentarité, etc. Et c'est ça qui est passionnant quand on constitue un effectif et puis quand on couche des noms sur une feuille de match, c'est de trouver les meilleurs binômes, les meilleures associations pour que l'équipe et la force collective soient la meilleure possible. Et le Mignan, nous, on n'est pas à l'entraînement, mais il voit les garçons toute la semaine à l'entraînement. Il y a la performance à un moment donné, la performance collective, les résultats, la confiance qui est très, très importante. Et après, ceux qui sont sur le banc, comme dans tous les clubs du monde, avec tous les coachs du monde, doivent travailler 2 fois plus pour regagner leur place de titulaire et les titulaires pour la conserver. Pour revenir sur le match de ce week-end, Rémi, on ne change rien. Alors apparemment, c'est finalement pas il ne va rien bousculer dans son 11 de départ, ce qui semble logique. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Alors évidemment, personne ne charge Alpha Touré, personne ne charge l'équipe qui a fait un moins bon match que d'habitude. Mais du coup, il ne faut pas s'attendre à des changements selon toi, ou il faudrait peut-être y penser tout doucement, ou peut-être amener les remplaçants autrement, je ne sais pas. Alors on a parlé de l'attaquant. Je pense que la solution à Soro n'a pas convaincu, et je pense que là on aura certainement une autre alternative. À mon sens, la défense, il ne faut pas la bouleverser. On est sur quelque chose qui a fonctionné sur 3 matchs. On est sur des erreurs individuelles, sur un manque de présence au duel.
voilà, on n'est pas sur des mauvais alignements, sur quelque chose qui a complètement déraillé. Donc je ne pense pas qu'on soit sur un bouleversement là-dedans. Après avoir... Le but, c'est un... Oui, le premier but, grosse erreur de concentration du match. C'est vrai que... Mais je pense peut-être une interrogation au milieu, voilà, on ne sait pas. Après, est-ce que psychologiquement, enlever Alpha Touré parce qu'il a fait cette erreur-là, ce serait un petit peu... Oui, puis alors personne ne lui tape dessus en ce moment, donc c'est plutôt une bonne peut-être chose. un petit peu dur pour lui. Moi, j'aimerais bien peut-être une amélioration dans la rotation. Parce que quand tu as ces hommes de valeur sur le banc, tu peux peut-être en attendre plus sur 20 minutes, une demi-heure, après, surtout dans un contexte pour le collectif, 5 changements par match. Pour le collectif, c'est-à-dire que quand les remplaçants, entre guillemets, sont titulaires et assurent, de voir sur un banc Stambouli, Traoré, ça donne de la force parce qu'on se dit on tient bon et puis au bout de 20 minutes de la fin... Oui, c'est un luxe qu'on n'avait pas forcément en début de saison, on le disait, où tu parais peut-être en qualité humaine, sportive sur... Je pense que là, les entrants et les finisseurs maintiennent le niveau global de l'équipe, voire même l'améliorent. Évidemment, quand je dis qualité humaine, c'est pas sur la personne, c'est plus sur l'expérience qu'il peut avoir en Ligue 1. Je préfère anticiper avant. Non, mais je vous vois venir déjà. Est-ce que, Bernard, dernière question qui vient de m'arriver en tête, je pense notamment à des joueurs comme Michel Mboulas, Sadibou Sané, c'est des joueurs qui vont être impactés ou pas par la CAN au niveau de la défense pour le FC Metz. Est-ce que c'est des gens qu'il faut introduire un peu plus dans la rotation pour les remettre en jambes aussi, parce qu'on va avoir besoin d'eux dans pas si longtemps que ça, dans moins d'un mois? Parce que Sadibou Sané, c'est un joueur qui s'entraîne mais qui joue plus aujourd'hui. Alors, c'est paradoxal. Il faut que tu puisses les remettre dans le coup forcément. Mais après, ce que je te disais tout à l'heure, pour avoir une stabilité d'équipe, il ne faut pas non plus chambouler l'équipe tous les matchs. Alors, tu es partagé entre le fait de changer et puis de ne pas changer d'équipe. Donc, c'est un petit peu compliqué pour le coach. Après, il y a le problème des résultats et il y a le problème... Moi, je pense que si son équipe tourne, le Mignon, il ne faut pas qu'il la touche de trop. Voilà. Il faut qu'au maxi, il se serve des garçons qui sont là, qui sont en forme. S'il y a cette stabilité entre un 11, il faut qu'il la garde au maxi et rentrer de temps en temps un joueur. S'il y a un blessé, s'il y a un suspendu, je ne sais pas, voilà. Mais moi, je pense que voilà, le truc, ce sera ça. Surtout, te remaquiller en direct. Surtout la stabilité. Il transpire, le pauvre. Il transpire, le pauvre. Tu lui poses des questions un peu délicates et tout de suite, il transpire un peu. Ça va pas, la tête. Ah oui, c'est les coulisses. Mon petit nuage. Elle est là, mon petit nuage. Bon, messieurs, je pense qu'on a peut-être fini avec l'impression. Tu voulais peut-être finir ta phrase, parce que tu as été Non, j'ai terminé, voilà. Je le répète, quand tu as une stabilité, il faut s'en servir au maxi. Et puis voilà, donc je pense que c'est ce que fait le coach, quoi. On va, messieurs, il nous reste un petit peu de temps. On va se permettre de passer dans le temps additionnel, parce qu'il y a encore 2-3 petites actualités qui traînent dans ma besace. C'est vrai qu'on est revenu longuement sur les possibilités pour le match de ce week-end, mais cette semaine, il y a eu un petit peu d'actualité. Notamment, on a appris que du 21 novembre au 10 janvier prochain, il y aura une boutique éphémère du FC Metz qui s'installe au Marc Avenue. Il y a une petite séance de dédicace, on va voir les images avec notamment Abouachvili, Michel Mboula et Sabali. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il y aura d'autres séances qui auront lieu bientôt dans les hypermarchés Leclerc, alors que ce soit au concours Famec, Marly, Thionville, Creusval, Conflans, Jarnisy. On va voir chacun sa petite composition d'équipe. Rémi, il va falloir être stratégique. Si tu veux remplir ton album Panini de toutes les dédicaces, il va falloir faire un beau trajet sur ta carte parce que tu vas avoir 2-3 petites heures pour aller faire tous les Leclerc. J'irai faire mes courses en même temps, c'est très bien. T'auras pas le temps de les faire en même temps, il va falloir faire un choix. C'est les courses ou les dédicaces, attention. On a aussi une deuxième information ce week-end. Il y a du championnat de la Ligue 1, mais il y a aussi de la Coupe de France, notamment qui concerne les clubs mosellans. On aura notamment vendredi un Sarreguemines AS Nancy-Lorraine. Samedi, on aura Frémin et l'APMS qui seront également engagés. Stéphane, on va jeter un petit coup d'œil sur cette Coupe de France ou pas ? Du côté de... Peu importe, est-ce que tu as une affiche, tu vas regarder les trois, tu vas te tenir informé Nancy, oui, bien sûr. Les équipes un petit peu locales, mais bien sûr, on va regarder. Mais moi, après, ce que j'aimerais pour rebondir sur ta question, c'est que le FC Metz fasse une épopée et ne se fasse pas sortir... Le FC Metz, ce sera au prochain tour. Oui, je sais. Ils entrent tous à partir de mi-décembre. D'ailleurs, j'ai oublié cette affiche sur les dernières émissions. Je m'en excuse, mais c'est vrai qu'il y a une affiche... après le match face au PSG, où on attend de voir qui piochera le FC Metz. C'est un peu ma question, Bernard, à ce moment-là. C'est l'éternel débat, et on l'aura encore dans quelques émissions. Quand tu joues le maintien ou quand tu joues la montée, que tu ajoutes la Coupe de France,
quelle priorité tu mets à la Coupe de France ? Il n'y a pas de priorité à mettre. Tu joues les matchs pour les gagner. Donc, tu as le match de Coupe de France qui s'intercale entre tes matchs de championnat. Tu joues ça à fond parce qu'il faut gagner les matchs. Si tu arrives en plus, si tu as la chance d'aller au bout de la coupe, ça te rajoute des journées à ton calendrier. Si tant est que tu sois un petit peu en difficulté. On a vu il y a peu que jouer tous les 3 jours, ça aide au FC Metz. Ils ont fait que gagner. Non, mais oui, c'est dans les têtes. Mais attends, après je vous l'ai déjà dit ça il y a X fois dans des émissions. En tant que joueur, tu préfères jouer tous les 3 jours parce que les entraînements sont réduits. Tu fais de l'entretien. Ouais, puis nous aussi, ça fait un peu plus d'actualité. Donc, tu joues tous les 3 jours. Si les coachs maintenant savent gérer les organismes et les entraînements. Donc c'est vraiment c'est plus cool. Tu forces pas trop. Et c'est tes matchs qui te font le rythme et tout ça. Donc moi, les matchs de coupe en plus, c'est pas un souci. Moi, je pense que c'est bien parce que si tu gagnes des matchs de coupe aussi, ça t'apporte aussi de la confiance pour le championnat. Si tant est que tu sois en difficulté. Il y a l'implication des joueurs. Tu peux faire un peu de turnover justement quand tu vois l'équipe. Tu peux éventuellement faire jouer d'autres joueurs aussi. Tu peux éventuellement faire. On peut lancer une dynamique Coupe de France ou pas ? Oui. Peut-être des joueurs qui jouent pas que la Coupe de France, mais que tu vas peut-être remettre là une paire avec Stambouli ou quoi, et te dire là dans cette compétition ils sont performants. Équipe, mais une dynamique club, supporters, tout ce qui est l'environnement, une épopée en Coupe de France. Comme Bernard l'a dit, plus tu passes les tours, ça veut dire que tu gagnes. T'emmagasines de la confiance. Pour les matchs de championnat. Les attaquants marquent, ça veut dire qu'il y a une cohésion d'équipe dans le vestiaire. Après, donc c'est que du bénéfice. Je comprends pas. Attention comment vous vendez la chose, que Rémi est déjà en train d'acheter ses places pour le Stade de France. Non, mais je comprends pas ce débat. On n'a pas de Coupe d'Europe. On a une Ligue 1 réduite à 18 clubs. Avant, c'était 20 clubs. Avant, il y avait la Coupe de la Ligue. La Coupe de France, on l'a joué sur match aller-retour. Donc ça te faisait 2 matchs par tour. C'est plus le cas. Ah oui, mais là, en plus, tu l'as gagné. Plus il y a de matchs, mieux c'est pour plein de raisons. Il y a l'argument du Stade de Reims qui vont te faire une finale l'année dernière et qui descendent en Ligue 2 et on connaît trop bien le scénario. Mais moi, je ne vais pas vous contredire. Moi, je suis convaincu que dans un contexte où, je ne vais pas spoiler, mais tu ne seras plus jamais champion de France. Enfin, ça ne peut pas arriver, cette autonomie-là. Mais tu peux, avec un tirage un peu favorable. C'est mathématiquement encore faisable. Loin en coupe. Tu peux aller loin en coupe et offrir un kiff incroyable à tes supporters. Et écrire l'histoire du club quelque part. Et attention Rémi, parce que si tu gagnes la Coupe de France, tu vas en Europe l'année prochaine. Non, mais c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal toujours quand on me demande de choisir entre les deux. Mais il n'y a pas de choix à faire. Tu joues à fond la Coupe de France, quelles que soient les conséquences. Si à la fin de l'année tu dois jouer à moitié une Coupe de France, tu joueras les deux. Et peut-être que tu gagneras un trophée. On verra bien. Demande aux gens qui nous ont vu gagner nous en 88, parce que maintenant ils sont âgés, ils sont comme moi, ils sont pas comme vous, mais ce que ça leur a fait comme émotion et par tout le parcours de coupe, c'est un truc de dingue. Et on parle d'un club qui a quand même pas 50 trophées à célébrer. Et les trophées que le FC Metz a à célébrer, ce sont des coupes de la Ligue et des coupes de France et des exploits. Je parle de Barcelone 98, je connais tout ça par cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même dans le sport, c'est pas une entreprise, c'est un vecteur d'émotion. On est là pour gagner des matchs, faire des aventures, remplir des stades et célébrer des buts. Enfin, c'est ça l'essence même du foot. Donc, essayons d'aller à fond dans cette compétition. Évidemment qu'après, sur un premier tour, tu tombes l'OM au Vélodrome. Tu perds 1-0, 2-0. Personne ne t'en voudra. Mais si tu perds contre un pauvre match contre Rodez à Saint-Symphorien parce que tu as décidé de ne pas la jouer, excusez-moi, c'est une grosse tâche. Et j'ai pas envie que ça arrive systématiquement ces dernières saisons. Et c'est déjà arrivé bien trop souvent. Ça a été quasiment le cas toutes les saisons ces dernières. On n'a pas en tout cas se faire sortir au premier tour. On n'a pas en tout cas de gros frissons en coupe ces dernières années, ça c'est sûr. Et ça veut jouer qui alors ? On préfère une petite affiche et on veut éviter le Paris Saint-Germain 2 fois d'affilée. Des petits clubs. Non, le Paris Saint-Germain 2 fois d'affilée, les gars. Des petites équipes, des petits clubs. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner facilement. Ah non, parce que la Coupe de France, ce serait bien que c'est la compétition où tu as le droit. Il vaut mieux taper des petites équipes. Il vaut mieux sortir Nancy tout de suite. Ça veut dire que Sarreguemines ne passe pas. Ça serait pas une bonne nouvelle, ça. Ouais, peut-être. Après, on espère que Sarreguemines va sortir Nancy. Attention, on peut se permettre une affiche ou deux. Très rapidement, il me reste une dernière information. Pas beaucoup de temps, donc je vais aller très rapidement dessus. La FFF et la Fondation du football ont dévoilé une 30aine de chiffres qui dressent un panorama sociétal du football français en 2025. Alors dit comme ça peut faire un peu peur, mais on se rend compte que, et on l'a vu notamment sur ce plateau, avec l'engouement qu'il y a autour de la Coupe de France notamment, que le football, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal d'espace dans
dans la vie, que ce soit au niveau, au plus petit niveau possible, même à Fontoy, Bernard. Et oui, à Fontoy, il y a du foot aussi. Et il y a quelques chiffres qui sont sortis que je vais vous lire pour voir un petit peu ce que vous en pensez. On apprend par exemple que 95% de la population vit à moins de 3 km d'un terrain de foot. C'est-à-dire que tous les 3 km, tu peux avoir un petit terrain de foot. Alors avec Bernard, ça nous embête parce qu'on aime bien parler de Fontoy. Je vous le dis, c'est entre nous. Le stade du Haut-Pont n'existe plus. C'est dommage. Mais il y en a 2 autres. Ouais, mais alors ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont l'un à côté de l'autre. Donc ça, au niveau de la proximité, c'est un peu dommage. On aime parler du football masculin, mais aussi le football féminin. Il y a un objectif de 500 000 licenciés pour la FFF qui reste toujours d'actualité. Mais elles sont déjà 253 000 joueuses répertoriées. C'est 134% de plus sur les 10 dernières années. Et enfin, il y a du bon et aussi un petit peu de moins bon côté. Malheureusement, ça met aussi en lumière qu'un club sur 3 est saturé, ne peut pas forcément accueillir tout le monde par manque d'infrastructures ou d'encadrement. Il y en a même certains qui sont contraints de refuser des nouveaux licenciés. Très rapidement, Stéphane, pas de question piège, mais c'est vrai qu'on l'a dit, le football, c'est quelque chose qui est ancré aujourd'hui, qui prend énormément de place dans les bons comme dans les moins bons côtés. Mais force est de constater, encore une fois, quand on voit les chiffres là, que c'est pas quelque chose qui va s'épuiser tout de suite. Probablement, on peut sentir parfois des petits ras-le-bol sur certains matchs, trop de matchs, ce genre de choses. De manière générale, ça reste très populaire. Bien sûr, c'est le sport numéro 1 et depuis longtemps chez les garçons. Ça le devient aussi et il y a une émancipation chez les filles également. Et c'est une bonne chose. Après, on a tous grandi avec le football, à commencer par la cour d'école. Et puis, c'est un vecteur social, sociétal, c'est-à-dire qu'il y a un brassage, une mixité. Et puis sur un terrain de foot, on est tous à égalité, c'est ça qui est bien, qu'on soit, d'où qu'on vienne, etc. Donc c'est des valeurs qui dépassent le cadre strictement du football et du sport, parce que c'est un sport collectif, donc il y a plein de valeurs qui sont véhiculées par le football. Bernard, tu veux dire un petit truc sur le mot de la fin ? Je voulais juste te dire, moi je suis déçu s'il n'y a plus ce terrain à Haut-Pont, parce qu'il y avait quelques marques encore, 40 ans après, des tacles d'André Dalvit. Alors oui. Et j'étais gardien sur ce terrain-là, ça faisait des fourbons, il faudra le dire. Mais c'est lui qui faisait les fourbons parce qu'il taclait et il faisait des escalopes comme ça. Donc c'est dommage qu'il n'y ait plus ça, ce souvenir-là 40 ans après, de mon pote André Dalvit, avec qui j'ai gagné la Coupe nationale des cadets. Donc ça remonte à 100 ans. Un palmarès sans fin. Invérifiable. Non, c'est pas invérifiable. Pardon, je vous dis, j'ai pas les images. Tu vas sur Internet et tu trouves ça. Et sur l'équipe qu'on avait en cadet, sur les 11, il y a eu... J'ai cru qu'il allait me dire sur l'équipe. Non, fait la 8 professionnels, il y avait. Il y a eu 8 professionnels sur les cadets. Donc c'était quand même une... La coupe Roussel, non, c'est ça ? Non, la coupe Roussel, c'est encore avant. Messieurs, je vous propose quand même qu'on parle de tout ton palmarès. On fera une émission spéciale sur ton palmarès, un peu méconnu du football mondial. Il y a des immeubles à Haut-Pont maintenant ? Il y a de tout à Haut-Pont maintenant. Il y a des arbres, des maisons. C'est des maisons, c'est pas des... Il n'y a plus les escalopes de Dédé. Non, il n'y a plus les escalopes. C'est pas un restaurateur, c'était un tacleur. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission, encore une fois avec le sourire, ça fait toujours plaisir. Nous évidemment, on reviendra dès lundi pour revenir sur cette rencontre face au Stade Rennais. À très vite sur Moselle TV.